Rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On se dirige doucement vers la conclusion de ce grand live du Voyage Loisir. On accueille deux de nos partenaires presse, deux des meilleures observatrices de ce secteur. À ma droite, Céline Emery, rédactrice en chef de Tourmag. Bonjour Céline. Bonjour François-Xavier. Et puis à ma gauche, Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique. Bonjour Linda. Bonjour François-Xavier. Alors, moi j'aimerais avoir vos lumières sur deux sujets. Un sujet de conjoncture, évidemment, qui nous occupe beaucoup depuis des mois, des semaines, depuis le 28 février. On va en parler. Et puis un sujet un peu plus structurel, évidemment, sur l'IA, parce que c'est quand même le sujet qui va nous occuper dans les mois, dans les années à venir. Alors on vit évidemment une année très particulière avec ce conflit au Moyen-Orient. Céline, quel est, semble-t-il, pour vous, en tout cas, l'état d'esprit de la profession ? Est-ce que est-ce que vous les sentez fragilisés ? Est-ce que vous sentez des entreprises en danger aujourd'hui ou pas ? Alors clairement, le contexte il est compliqué, on va pas se le cacher. Ouais. Les chiffres ont été donnés ce matin avec des baisses, aussi bien du côté du tour operating que des agences de voyage. Donc évidemment, l'état d'esprit il n'est pas à la fête. On retrouve un peu un état d'esprit Covid, si je peux dire, avec quand même deux différences notables. C'est que les prises de commandes elles ne sont pas zéro, elles sont clairement en baisse, mais elles ne sont pas zéro. Et il n'y a pas d'aide pour aider les opérateurs du secteur. D'où la difficulté. Donc c'est vrai que en fonction évidemment des destinations, on a parlé de l'Asie, ceux qui étaient spécialistes aussi du Moyen-Orient, ils sont forcément plus impactés. Bien sûr. Voilà. D'autres s'en tirent mieux. On évoquait aussi les agences, par exemple de l'Est de la France, qui avaient une clientèle frontalière, qui était un peu plus résiliente, et donc les baisses sont moins notables que d'autres acteurs. Donc voilà, c'est assez disparate, mais une chose est sûre, c'est que il faut être vigilant. Qu'une fois que les gens seront partis, il faudra payer, que les charges tous les mois, elles tombent. Ouais. Ça, on peut pas l'arrêter, le mur des charges mensuelles. Donc forcément, il y a des entreprises qui vont être fragilisées, et je pense que les garants financiers regardent à la loupe quand même ce qui se passe. Ouais. Linda, on sent quand même que depuis le début juin, on sent un petit frémissement. En tout cas, les professionnels qui nous ont accompagnés toute la journée disent que ça commence à bouger. Là, il y a un motif d'espoir, peut-être. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour le grand live, j'ai demandé ce matin à Orchestra les derniers chiffres. Et depuis le début du mois de juin, les ventes sont en progression de 5%. Ah, ça, c'est autant en volume d'affaires qu'en nombre de dossiers. Par contre, il faut être Donc le fameux observatoire EDV Orchestra, c'est ça qui est fait tous les mois. Là, tu as demandé pour début juin jusqu'au 11, c'est ça, donc jusqu'à aujourd'hui, et tu nous dis plus 5. Alors voilà, on parle effectivement des ventes de séjours qui sont réalisées par les agences de voyage. En fait, tous les mois, comme tu le sais, l'éco-touristique publie un baromètre et c'est sur les ventes réalisées au cours du mois précédent. Là, on a demandé juste une photographie sur les 10 premiers jours. Et donc là, les ventes sont en progression de 5% après une baisse de moins 21% au mois de mai. Ah oui, donc il y a quand même c'est vraiment le frémissement qu'évoquait ce matin à la fois Valérie Bonnet des entreprises du voyage, à la fois Patrice Karadec du CETO pour les voyagistes, et que beaucoup d'acteurs d'ailleurs ont commenté. Maintenant, il faut être un petit peu aussi vigilant sur les chiffres, prudent en tout cas, puisque en fait les périmètres peuvent évoluer. Et là, typiquement, l'an dernier, la Pentecôte était au mois de juin. Donc le nombre de jours de vente n'est pas le même. Et il y a eu un rattrapage par rapport au mois de mai, puisqu'au mois de mai, il y avait quand même 4 ponts. Ce qui a forcément eu un impact sur les prises de commandes. Donc on verra effectivement à l'issue de l'été. Pour l'instant, on sait qu'il est en retard. Il est en retard d'environ 10% par rapport à l'année dernière. Maintenant, comme le disait Céline, le marché ne s'est pas effondré. C'est vraiment la différence par rapport au Covid. En fait, quand on reprend les chiffres, en 2020, le trafic international, il a chuté de 74%. Alors que là, IATA vient de publier des chiffres. Le trafic, il sera conforme à l'année dernière. Donc, il n'y a pas d'effondrement de trafic. Totalement. Par contre, les compagnies aériennes ont dit on fera 2 fois moins de bénéfices. On fera seulement 23 milliards. La bonne nouvelle, c'est qu'elles font quand même des bénéfices. Oui, tout à fait. Cependant, les plus fragiles, comme Spirit Airlines récemment, cette compagnie low cost américaine bien connue, les plus fragiles risquent effectivement de souffrir et donc de dégager des pertes.
Céline, un petit inversement de tendance quand même, c'est pas rien. Oui. On passe de -20 à +5, c'est quand même un signe, ça. Oui, c'est un signe, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que il le faut, ce signe, tout le monde l'attend, avec toutefois un petit bémol, c'est que c'est quand même les prix là qui vont tirer la demande, et que qui dit prix attractif dit marge réduite. Or, on sait que les entreprises là, elles étaient quand même pas en pleine en pleine forme. Du coup, voilà, il y a quand même un petit point de vigilance. On rattrapera certainement pas, et en tout cas dans les comptes, je suis pas sûre qu'on s'y retrouve non plus exactement, quoi. Oui, clairement. C'est vrai que quand on observe la communication de la profession, Linda, et je parle notamment des compagnies aériennes, là, quand on a entendu, réentendu, alors c'est vrai que la presse en est emparée, mais bon, c'est ce qu'elles ont aussi répété, peut-être plus pour faire pression auprès des pouvoirs publics, mais la pénurie de kérosène, je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée à mettre en avant comme ça. Il y a eu un effet de peur, de crainte auprès des alors il y a eu deux messages un peu négatifs. Il y a eu effectivement la pénurie de kérosène, et puis également les surcharges carburant. Sur la pénurie de kérosène, en plus, on a eu des informations contradictoires. Donc, le marché, ensuite, en France, en tout cas, a essayé de rassurer. Mais je trouve que sur le sujet, Justine Coutard, qui d'ailleurs était au congrès des ODV, a eu peut-être les mots les plus justes. C'est-à-dire qu'elle était rassurante sur Paris, aéroport de Paris, en disant on n'a pas de problème. Mais par contre, un vol, c'est un aéroport de départ, un aéroport d'arrivée. Et en fait, en Asie, par exemple, les compagnies sont plus dépendantes du détroit d'Ormuz. Donc, un vol Air France peut très bien partir avec le plein en Asie, et au retour, encore faut-il qu'il y ait les kérosènes pour revenir. Donc, les compagnies sont rassurantes, mais c'est vrai qu'elles ne maîtrisent pas toute la chaîne. Après, je pense que pour l'été, elles ont eu des éléments de réassurance, et maintenant elles sont très confiantes, tant mieux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu ces éléments assez anxiogènes qui ont pu créer de l'attentisme et inciter les gens à attendre ou bien à réserver, comme on le dit depuis ce matin, dans des destinations plus proches, en France, en Europe, où on va éventuellement en voiture ou en avion. Céline, il y a des enseignements, des leçons à tirer de cette crise ? La première, c'est évidemment la communication. Clairement, alors peut-être que ces craintes étaient légitimes, mais c'est sûr que de dire qu'il y a une risque de pénurie ou voilà, parler de surcharge carburant, on peut pas dire que ça incite au voyage. Voilà. Il y a une deuxième leçon aussi qu'on peut tirer de cette crise, c'est que c'est vrai que là on entend que peut-être les gens ils ont peur de rester bloqués. C'est pour ça aussi que la réalité c'est que tout le monde est rentré. Et la réalité, c'est que les professionnels ont pris leurs responsabilités. Ils sont allés, ils ont rapatrié. Alors oui, pas le jour de J du départ, mais je veux dire, il n'y a pas eu de Français en déperdition sur place. Et ça, je veux dire que c'est quand même un point sur lequel les professionnels, je pense, doivent insister. Le fait qu'ils donnent, ils sont là pour assister leurs clients, que en cas de pépin, ils sont là, que ce soit pendant le Covid, pendant des faillites, pendant le volcan ou pendant la crise au Proche-Orient. En tout cas, personne n'a jamais été planté. Et ça, c'est une réalité. Et je pense que quand même, il faut le faire savoir et encore mieux. Alors, je sais que la profession se bouge là-dessus, mais je pense que il y a encore des efforts à faire là-dessus. Et ça va être un des enseignements. Et aussi peut-être, je voulais dire un mot aussi sur le secteur, c'est-à-dire que là, je pense que le secteur est en difficulté. Il y a aussi un problème aussi d'attractivité. Et je pense que les jeunes vont avoir aussi du mal à se projeter dans un secteur qui, là, on voit, ne va pas hyper bien. Et donc, il y a aussi à montrer que, on est résilient, que on veut encore recruter, que les entreprises vont être là pour pouvoir assurer la succession. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai que ça a été une publicité aussi pour les agences, pour les tours opérateurs. Quand on a vu toutes ces personnes perdues dans les aéroports à Dubaï, à Doha, dépenser des fortunes en hôtel, dépenser des fortunes en transport aérien pour retrouver un billet. C'est quand même là le point sur lequel les agences de voyage, les tours opérateurs peuvent vraiment capitaliser. Tout à fait. En fait, toutes les crises peuvent créer des opportunités. Et là, typiquement pour les agences, c'est une opportunité de bien faire savoir qu'elles sont toujours présentes, elles sont toujours là en cas de problème, qu'elles vont assister, qu'elles vont rapatrier, qu'elles vont s'organiser avec les tours opérateurs et avec toute la chaîne de valeur.
Donc, elles ont montré quand même beaucoup, effectivement, d'agilité pendant cette période-là. Il faut continuer. Et puis, c'est d'autant plus méritant que, comme on le disait, en plus, le secteur n'est pas aidé. Moi, j'ai repris les chiffres du Covid, puisque tu faisais la comparaison. La Cour des comptes a fait les comptes, justement. En 2020 et 2021, pour le seul secteur du tourisme, il y a eu 45 milliards d'aides. 45 milliards, dont 10 milliards en activité partielle. Ça inclut bien sûr toute la chaîne, y compris l'hôtellerie-restauration. Mais c'est pour dire que le secteur a été très aidé. C'est ce qui lui a permis aussi de passer le cap. Ça a permis d'éviter des faillites. Là, aujourd'hui, la situation est très différente. Il y a une demande diligentée par les EDV pour assouplir les conditions d'éligibilité à l'activité partielle. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse favorable. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le secteur, en fait, s'appuie sur sa propre trésorerie, qui n'est pas toujours extrêmement importante, pour justement poursuivre. Donc là, c'est un secteur résilient, mais qui traverse une période quand même assez compliquée au niveau économique. Forcément. Alors, on a un deuxième sujet plus structurel, c'est celui de l'IA. Encore une fois, ça va nous occuper, je pense, et ça va vous occuper aussi pendant quelques années, il y a des chances. Est-ce qu'on parle, Céline, d'un changement encore plus profond que le changement qu'a provoqué Internet à son arrivée à la fin des années 90 ? Alors, bon, c'est clairement une évolution majeure. On va pas. Après, il y a plusieurs sujets. Il y a ce qu'apporte l'IA au sein des entreprises, c'est-à-dire au niveau organisationnel, en back-office, en fonction support, gain de productivité, des outils. Donc là, voilà, ça apporte clairement, on va dire. Ça, c'est positif. Voilà, ça, c'est positif. Exactement. Après, il y a l'utilisation par les salariés de l'IA. Donc là, on sait qu'il y a des salariés qui sont à fond, pour le dire clairement, et puis d'autres qui ont du mal à s'y mettre, parce que les nouveaux outils, c'est un changement, etc. Donc là, il y a quand même deux écoles, avec un enjeu, je pense, sur la formation des équipes, et puis aussi un risque, c'est-à-dire que des agents de voyage qui utilisent beaucoup l'IA, ça va les aider, peut-être pour trouver des idées, des circuits, etc. On le fait tous. Mais il y a quand même un risque, c'est que ça soit assez uniformisé, et que du coup, demain, chaque agent de voyage va proposer, alors je caricature un peu évidemment, mais quelque part l'IA c'est une moyenne de tout ce qu'on trouve sur Internet qui est remouliné pour nous le servir, si je peux un peu schématiser. Donc demain, si c'est pour que quand je vais dans l'Ouest américain, mon agent de voyage il me sorte le circuit Ouest Amérique que tous les agents de voyage et que moi-même j'ai trouvé en tapant sur ChatGPT, là il va y avoir un petit souci. Pareil pour tout ce qui est carnet de voyage. Je veux dire, demain, il va peut-être falloir mettre en avant un petit peu sa valeur ajoutée, ses connaissances. Peut-être que Damien, qui aime la gastronomie, il aura intérêt à mettre en avant peut-être ses petits tips à destination, et pas recracher typiquement tout ce qu'il y a. Et puis après, il y a le volet évidemment client. Est-ce que demain, les clients vont acheter sur ChatGPT, etc. Alors moi, ce que je pense, c'est quand même que les clients qui sont déjà très, on va dire, sur le digital pour faire leurs vacances, clairement, demain, il y aura un transfert sur l'IA. Voilà, donc ils y sont déjà, etc. Là où je mets un peu plus de doute, peut-être, c'est pour des gens qui sont déjà clients des agences de voyage. Tout d'un coup, parce qu'il y a l'IA, ils vont aller sur l'IA. Oui, peut-être qu'ils vont aller consulter, mais enfin, s'ils ils trouvent leur compte en agence de voyage, je pense pas que tout d'un coup, ils partent sur l'IA. Linda, quels sont les enjeux pour la profession de l'IA aujourd'hui ? Alors déjà, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a surtout une très forte accélération. C'est impressionnant parce qu'il y a 4 ans, on ne connaissait même pas ChatGPT. Le nom n'existait pas. Aujourd'hui, finalement, tout le monde s'en sert. Les enjeux, il y a des enjeux en fait en termes de B2C et de B2B. C'est-à-dire que, bien sûr, pour informer le client, et ensuite pour également aider les équipes à s'approprier l'IA. Et il y a plusieurs enjeux, en fait, qui sont vraiment multiples. Il y a des enjeux de productivité, des enjeux de formation, de RH, de juridique. Maintenant, il y a peut-être des enjeux sur lesquels j'ai envie d'insister. D'abord, en termes de formation, ça a été beaucoup évoqué. Il faut vraiment accompagner les équipes parce qu'elles n'adoptent pas toutes à la même vitesse l'IA. Il y a vraiment les pionniers, il y a les suiveurs.
Et puis, c'est ce que disait Isabelle. Il y a des réticents aussi, qui ont peur du grand remplacement. Donc, il faut vraiment un accompagnement pour déjà utiliser les bons outils et éviter ce qu'on appelle le shadow IA, l'IA fantôme. C'est-à-dire que les employés vont se servir de l'IA un peu dans le dos de l'entreprise, croyant bien faire d'ailleurs, mais peut-être en prenant des risques de fuite de données, etc. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est le coût. Parce qu'au début, c'était fabuleux, c'était gratuit. Et donc, on a créé l'usage. Ça commence à coûter cher, le fameux token. Exactement. Donc, il y a d'abord l'abonnement, l'abonnement premium et le token pour les développeurs. Donc, les coûts peuvent devenir importants, d'autant que chaque entreprise, maintenant, veut développer ses propres outils. Donc, ça va être un outil pour accompagner les hôteliers, pour accompagner les développeurs, pour accompagner les agents de voyage. Et donc, finalement, bien sûr que tout le monde va s'approprier l'IA, mais en termes de coût, ça ne sera pas neutre et de moins en moins neutre. Donc ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Et le troisième enjeu, je pense que ça va être la cybersécurité, parce qu'on le sait, l'IA permet aussi de faire des mails sans aucune faute, de copier une voix, de copier un visage. Donc, il y aura sans doute, de la part des pirates, un usage vraiment intensif de l'IA pour multiplier les tentatives de fraude. Et donc, il faudra aussi que les entreprises, qui malheureusement font tout ce qu'elles peuvent, mais sont parfois en retard par rapport aux pirates, mais il faudra que les entreprises s'arment encore plus. Et alors, malgré tout, et pour finir, c'est vrai que les agents de voyage qu'on a interrogés ce matin étaient très confiants sur leur métier et selon eux, l'IA n'irait jamais concurrencer leur métier. Ils étaient quand même, encore une fois, très confiants. Les sondages qu'on a fait le montraient. Donc, c'est plutôt rassurant. C'est un métier de service. L'IA ne gère pas les crises pour l'instant. Exactement. Il y a quand même plein de points que l'IA ne gère pas. Donc, moi, je pense qu'ils ont raison d'être confiants. Et après, comme je le disais, ça sera la concurrence enfin, c'est pas la concurrence, mais voilà, préparer ses vacances, etc. se fera toujours, que ça soit sur ChatGPT ou sur Internet. De là, à remplacer totalement. De toute façon, on n'y est pas encore. Donc voilà. Donc il y a encore quand même quelques étapes avant d'y aller. Là où je pense que peut-être il y aura plus un danger, c'est peut-être pour les hôtiers finalement, qui vont peut-être être réintermédiés par l'IA. On le voit qu'il y a des startups qui essayent de rassembler toutes les données à travers les bookings, Expedia, etc. Le fameux Mindtrip. Voilà. Et donc finalement, est-ce que c'est pas elles les plus en danger entre guillemets. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, je pense que le problème est plus de ce côté-là que réellement des points de vente physiques. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que paradoxalement, l'humain n'a jamais eu autant de valeur et n'aura peut-être jamais autant de valeur qu'avec l'IA. Oui. Alors, il y a un cas type qui me ferait rêver. C'est vous avez réservé un billet d'avion par une agence de voyage. Seulement le vol est annulé. Et l'IA de l'agence le sait, elle l'identifie et elle va chercher des solutions de report. Et ensuite, l'agent de voyage valide et l'envoie à son client. Moi, je crois beaucoup au cercle vertueux qui va petit à petit s'instaurer entre tous ces experts. L'IA, sur l'expertise, c'est l'IA. L'humain, c'est la relation client. Et donc, si effectivement, l'IA peut aider à améliorer la chaîne de valeur, et notamment les gestions de crise, puisque finalement, un vol annulé, c'est une petite crise. Tout à fait. Eh bien, tout le monde, en sortira grandi, le client sera satisfait, il aura une réponse humaine, et en fait, sans qu'il s'en rende compte, l'IA sera intervenue. On va terminer sur ces mots positifs. En tout cas, merci à l'écotouristique, merci à Tourmag de nous avoir soutenus. Je remercie aussi nos autres partenaires presse, Tour Hebdo, La Quotidienne, Bitravel News, Hospitality On. Pour finir...